Je n'avais jamais pensé qu'on pourrait vivre autrement, qu'un jour l'Union soviétique n'existerait plus. Elle était indestructible. Une autre vie était inimaginable. Personne ne croyait que la perestroïka pourrait provoquer la chute de l'Union soviétique. Elle semblait si solide. Pour nous, elle était éternelle. Personne n'avait prévu l'effondrement de l'Union soviétique. Ça s'est passé si soudainement, même pour moi. D'un claquement de doigts, quelqu'un a décidé en haut qu'à partir d'aujourd'hui, nous allions devenir des États distincts. А вот давайте проанализируем, что там в Советском Союзе происходит. Может, он сейчас, так сказать, в таком состоянии, что его можно одним ударом на лопатки положить. Ну, несерьезно это. Je sentais que l'édifice allait s'effondrer, qu'il était déjà branlant, qu'il était dangereux de s'y promener. Je savais que l'URSS était sur le point de s'effondrer, que ce monstre était à l'agonie. L'un des scénarios possibles, c'était celui de l'ex-Yougoslavie, mais avec les bombes atomiques en plus. L'hymne soviétique était quelque chose de puissant. Quand il résonnait, on savait qu'on devait se lever et on ressentait cette fierté d'être les premiers. On était les premiers dans tous les domaines. La conquête de l'espace, le sport. Sur nos maillots et nos blousons, il était inscrit URSS. Dans mes rêves, je m'imaginais dans un stade européen où tout le monde se lèverait en entendant notre hymne. J'étais tellement content d'être né en Union soviétique. J'étais persuadé que notre idéologie était la plus juste. Pour nous, l'Union soviétique était indestructible. Et chacun de nous se sentait comme une partie de ce grand tout. Les premiers signes de décadence sont apparus au début des années 80, à l'époque de la stagnation. Le peuple avait cessé de croire en l'avenir radieux. Il devait advenir dans les années 80, et jusque-là, tout le monde y avait cru. Le parti avait promis qu'on irait dans l'espace, on y était allé. Il avait promis qu'on défricherait les terres vierges, on les avait défrichées. Il avait promis qu'on construirait des lignes ferroviaires, on les avait construites. Mais avec le temps, les discours n'ont plus été suivis d'action. En ce début des années 1980, l'Union soviétique va mal. Les rouages économiques de l'Empire se grippent et le tout-puissant parti communiste est incapable de relancer la machine. Le système est en bout de course, éprouvé par 40 ans de guerre froide. En 1985, un nouveau secrétaire général arrive au pouvoir suprême, Mikhaïl Gorbatchev. Confronté à cette crise sans précédent, Gorbatchev est contraint de lancer un vaste programme de réformes qu'il surnomme Perestroïka et Glasnost. La reconstruction et la transparence. Un vent de liberté souffle sur l'URSS,
Mais rien ne parvient à endiguer le désastre économique. La vie des Soviétiques devient chaque jour plus difficile. Dans la seconde moitié des années 80, j'ai senti qu'on s'appauvrissait brutalement. Les rayons des magasins faisaient peine à voir. Au lieu des produits habituels, il n'y en avait plus qu'un, du jus en briques. Et dans de telles quantités qu'il occupait tous les rayons. C'était très difficile de trouver de la viande en ce temps-là. Parfois, on attendait dans le magasin qu'ils apportent un chariot chargé de produits. Du fromage, par exemple. Quand le chariot arrivait, les gens se jetaient dessus comme des vautours. Ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient. J'avais l'impression d'être entourée de bêtes sauvages. Mais on n'avait pas le choix, il fallait bien survivre. C'était horrible. Pourquoi choisir un tel sujet? C'est vraiment douloureux de replonger dans ce passé. Les mineurs faisaient partie de l'élite de la classe ouvrière en Union soviétique. Pour vous représenter une mine, fermez les yeux et allumez une lampe frontale. Voilà le tableau. L'air était différent en bas. Une odeur de renfermé, mais on s'y habituait. Le sentiment de danger, de l'adrénaline en permanence. J'étais électricien de catégorie 3. Je touchais 500 roubles par mois, alors que le salaire moyen était de 50 roubles en URSS. Pour ça, oui, c'était un bon métier. On allait aussi à la mine pour manger à la cantine, parce qu'ils servaient de la viande, des boulettes ou du beefsteak. Il y avait une pénurie terrible à ce moment-là. Mais on savait très bien qu'au comité de la ville, ils recevaient des rations spéciales, avec des produits manquants. On était conscient de cette injustice. On se demandait pourquoi le système fonctionnait comme ça. Вот такой кулек, вы узнаете, что в нем? Ну, это рабочая пайка, наверное. Два вот таких кусочка хлеба, коржик за 8 копеек и кусочек колбасы вот этот. Да, это примерно на 2 часа примерно работы, интенсивная эта пайка. On se disait qu'il était temps de changer tout ça. On n'entendait parler que de glasnost et de perestroïka, d'égalité pour tous. On nous disait, il faut dire la vérité. Mais à quoi bon? Qu'est-ce que ça changeait? Officiellement, le pouvoir luttait contre les privilèges. Mais dans les faits, les dirigeants recevaient toujours des rations spéciales. Si les autorités ne voulaient pas bouger, on allait s'en charger. Le 11 juillet 1989, de grandes grèves de mineurs ont éclaté en URSS. Il y en avait eu avant ça, même si on ne l'a su que plus tard.
Des équipes s'étaient mises en grève ponctuellement à Vorkuta, à Norilsk. Mais la grande grève a débuté dans ma ville natale, Mezhouretchensk, le 11 juillet 1989. Ce jour-là, j'arrive au travail et je vois mes collègues sortir du trou, comme on disait. Je leur demande, déjà? Ils me disent, il y a des types qui sont arrivés de Chelyabinsk. Ils disent qu'ils ont fait grève au 3e quart, qu'ils ont des revendications. Allons voir sur place, ils tiennent un meeting. Toute l'équipe y va, et moi avec. On est un collectif. Des milliers de mineurs, en tenue de ville ou de travail, se dirigent en rang silencieux vers la place centrale, devant le comité de la ville. Les passants se regardent interloqués. Il était 10 h du matin. On était encore en URSS. C'était du jamais vu, une grève. Les autorités locales étaient en état de choc. La police n'en revenait pas non plus. Elle manquait d'effectifs pour nous encadrer. Et personne n'était sourd. On n'était pas des opposants au pouvoir soviétique. Au contraire, c'était le triomphe des soviets. Mais la bureaucratie du parti, l'élite, ne pouvait pas accepter ça. Elle avait donc dégénéré. On devait être 10 000 grévistes dans une ville de 100 000 habitants, un habitant sur 10. 2-3 jours plus tard, des grèves éclataient dans d'autres villes. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Les grèves des mineurs sont les toutes premières d'un déferlement de manifestations politiques. Le pouvoir soviétique ne réprime pas les protestataires, du jamais vu en URSS. C'est un signal fort qui dépasse largement les frontières de l'Empire soviétique. Le temps de la répression violente est révolu. Signal bien reçu. Et le 9 novembre de cette même année 1989, tombe le mur de Berlin, symbole de la guerre froide. Les troupes soviétiques quittent pacifiquement l'Allemagne de l'Est. Quelques mois plus tard, plusieurs républiques soviétiques suivent le mouvement et réclament leur indépendance. Le millefeuille soviétique, 15 républiques dispersées sur un immense continent, est mis à mal. L'existence même de l'URSS est directement menacée. Tous ces événements liés à la perestroïka marquaient en fait le début de la fin de l'URSS. On le sentait dans l'air, tout était politisé. Les gens discutaient des événements dans la rue. Je sentais que tout était en train de changer. J'étais fou de joie. Мы разрушили старую систему, а новая еще не заработала. И наш корабль оказался вот без якорей. И его болтает. И всех нас понемножку подташнивает. La dernière année, tout le monde semblait avoir perdu la tête. Les gens croyaient au triomphe de la perestroïka, à la vie meilleure qu'elle promettait, à la reprise économique. On allait enfin vivre bien. Personne ne parlait d'un effondrement imminent de l'URSS. Mais moi, j'avais une conviction scientifique. Selon mes calculs, c'était pour bientôt.
Je me souviens d'une réunion à notre institut de recherche. Le sujet en était le rôle de la science soviétique à l'ère de la perestroïka. Je me suis levé et j'ai commencé ma brève intervention en disant « Aujourd'hui, la tâche première de la science soviétique est de survivre. » Lors des révolutions, la productivité chute, les liens économiques se rompent, tout s'effondre. Les premiers à en souffrir sont les scientifiques et les orchestres symphoniques, car personne n'en a plus rien à faire. Le monde entier était en danger, pas seulement l'URSS. En Yougoslavie, un pays de culture européenne où l'on vivait plutôt bien, ils ont bombardé des écoles. Ils se sont entretués. Ils ont utilisé toutes les armes à leur disposition. Les tanks, les transports de troupes, les mortiers. S'ils avaient eu l'arme nucléaire, ils l'auraient utilisée. Alors imaginez l'URSS. En 1991, le pouvoir central n'a plus qu'un contrôle partiel de son territoire. Gorbatchev négocie de nouvelles règles du jeu avec les républiques soviétiques. Mais l'aile dure du gouvernement craint la sécession. Pour sauver l'URSS du démembrement, il tente un coup d'État. Le 19 août, les putschistes séquestrent Gorbatchev et donnent ordre aux blindés de prendre position dans les rues de Moscou. Quand est-ce que j'ai commencé à être inquiet ? En août 1991, quand il y a eu le putsch. Le 19 août 1991, j'étais chez moi. Je me souviens d'une ambiance étrange. À la télé, il y avait le lac des cygnes. Il se passait quelque chose dans le pays. D'habitude, ce ballet annonçait le décès du secrétaire général ou un autre événement exceptionnel de ce type. Над нашей великой родиной нависла смертельная опасность. Начатая по инициативе Михаила Сергеевича Горбачева политика реформ в силу ряда причин зашла в тупик. В этих условиях у нас нет иного выбора, кроме как принять решительные меры, чтобы остановить сползание страны к катастрофе. Le soir même, les membres du comité d'urgence ont donné une conférence de presse et on a compris qu'il s'agissait d'un coup d'État. Дамы и господа, друзья, товарищи. Ils étaient assis en rang, avec Yanayev au centre, les mains tremblantes. Quand j'ai vu les mains tremblantes du vice-président de l'URSS, j'ai compris qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Le pays avait déjà changé. L'Union soviétique n'était plus la même. Ils ont déclaré que la perestroïka était une erreur et qu'on allait revenir au régime communiste. Quand j'ai entendu ça, j'étais saisi d'horreur, et mes parents aussi. On n'avait pas envie de faire machine arrière. Поскольку телевидение не дают, радио не дают. Тихо!
En ce mois d'août 1991, Boris Yeltsin, l'étoile montante de la politique soviétique, prend la tête des forces qui s'opposent aux putschistes. Quelques mois auparavant, Yeltsin a remporté les premières élections législatives libres en Russie. Il peut donc compter sur un large soutien populaire. La foule des moscovites brave les militaires venus assiéger son quartier général. Pendant 3 interminables journées, ils sont les boucliers vivants qui font rempart au coup d'État. Personne ne réalisait vraiment à quel point la situation était dangereuse. La plupart des grandes guerres civiles ont commencé dans des moments de ce genre. Ça a été un moment terrifiant. On avait peur, car on ne savait rien. On n'avait aucune idée de ce qui nous attendait. Mais on sentait que quelque chose de terrible se préparait. Dans les rues de Moscou, les manifestants ne veulent pas d'un retour vers le passé. Face à ce raz-de-marée populaire, les putschistes hésitent à utiliser la force. Le 21 août, coup de théâtre. Les putschistes sont arrêtés, Gorbatchev est libéré, Yeltsin est acclamé en vainqueur. Après 3 jours de tension extrême, le coup d'État se solde par un échec. Au centre de Moscou, sur la place de la Loubianka, la foule en liesse démonte la statue de Félix Dzerzhinsky, fondateur des services secrets soviétiques. Ce putsch ou cette révolution, cette contre-révolution, appelez ça comme vous voudrez, pour moi, c'était l'apothéose de l'impuissance du pouvoir. Quand c'est arrivé, moi et mes collègues policiers, on est allés au commissariat. On se demandait où étaient les armes, quels ordres on allait recevoir. On ne comprenait pas trop ce qui se passait, mais on savait qu'il fallait agir. Notre chef, le colonel, nous a dit « Rendez vos armes. On va vous distribuer une bouteille d'essence à chacun. Si la foule vient jusqu'ici, brûlez tous les documents classés secrets. » Et on a attendu là sans rien faire. J'ai compté le nombre de policiers, d'agents des organes de sécurité, de militaires qu'il y avait dans le pays. On avait une armée de taille à combattre l'Europe entière. Et personne n'a bougé le petit doigt. On a reçu l'ordre de ne rien faire. C'était très humiliant pour nous. Ce n'est pas qu'on voulait verser du sang. Mais que représentait notre régime soviétique si en l'espace d'1 seconde, il ne valait plus rien? L'échec du coup d'État agit comme un déclic. Les républiques soviétiques proclament leur indépendance une à une. L'URSS a, de facto, cessé d'exister. Le 25 décembre 1991, la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques est officiellement proclamée. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. J'ai senti un grand vide intérieur. Je l'ai ressenti physiquement. Qu'allait-on devenir? Ce pays auquel nous, les mineurs, venions de présenter des revendications n'existait plus. On n'avait jamais voulu le détruire. Qui allait tenir les engagements sociaux? Comment allait-on vivre? Je me souviens de ma mère en état de catalepsie,
Quand l'URSS s'est effondrée, elle ne comprenait pas comment on allait pouvoir continuer à vivre. Je la revois allongée sur son lit disant « On va vivre dans le système capitaliste maintenant ?» On ne connaissait que le système soviétique et on nous avait toujours répété que le capitalisme, c'était le mal. Je me souviens même d'une phrase qu'on avait apprise en cours d'anglais. La société capitaliste moderne est une société sans avenir, sans idéaux, ce qui explique le vide spirituel, la décadence morale de ses habitants. Le nouvel État russe hérite du désastre économique soviétique. Il est en faillite. Sans réelle solution pour sortir de la crise, le nouveau président, Yeltsin, précipite le pays dans l'économie de marché. Il libéralise les prix jusqu'alors régulés par l'État. La réforme, surnommée thérapie de choc, entre en vigueur le 1er janvier 1992. En quelques mois, l'inflation dépasse 2500%. Après 70 ans d'un État omniprésent et ultra-protecteur, le pays plonge brutalement dans un système ultra-libéral. Désormais, il n'y a plus qu'une seule règle, chacun pour soi. À l'est de la Sibérie, il y a un grand fleuve, la Kolyma, qui se jette dans l'océan Arctique. La ville de Tchersky est située à 130 km de l'embouchure du fleuve. À l'époque, elle comptait 10 000 habitants. Quasiment tous des spécialistes de très haut niveau, venus des quatre coins de l'URSS. Il y avait un grand port maritime à Tchersky. En été, 50 navires venaient décharger du ravitaillement. Du jour au lendemain, ils ont cessé de venir. Les dockers n'avaient plus de travail. Les 20 grues mobiles étaient à l'arrêt sur les quais. Les grutiers, les camionneurs devenaient inutiles. Au total, faute de travail, les 3/4 de la population sont partis. Autrefois, il y avait 10 000 habitants. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 000. On a reçu un télégramme de l'Académie des sciences qui contenait ce bref message. On nous a coupé les financements. Laissez tout sur place et rentrez. On vous payera le trajet. J'ai reçu ce télégramme au moment où je terminais mes préparatifs. J'étais prêt à continuer mon travail de manière autonome. La première moitié des années 90 a été la période la plus difficile pour les mineurs. On n'était plus payés. Dans ces années-là, dans les annonces de rencontres, les femmes écrivaient parfois « Je voudrais rencontrer un homme, mineur s'abstenir ». Le mineur, qui avait autrefois l'un des métiers les plus prestigieux de l'URSS, était tombé brutalement tout en bas de l'échelle sociale.
Certains se suicidaient de désespoir. En Europe, c'est sûrement difficile d'imaginer ce que ça peut être, 8 mois sans salaire. Comment faites-vous pour vivre? Les gens sont venus à travailler pour un bout de pain. Il est arrivé que les salaires soient payés avec des rations journalières. On ne mangeait pas les rations qu'on nous donnait. On les rapportait chez nous. Elles consistaient en un morceau de saucisse bouillie, un bout de pain, un oignon frais et un caramel. Ce sont des années dont on n'a pas envie de se souvenir. 5 à 10 années, ce n'était pas une vie. On ne pensait qu'à une chose, survivre. Le 31 août 1991, la Kirghizie est devenue indépendante et l'argent soviétique a disparu. Du jour au lendemain, d'un coup. Les économies que les gens avaient à la banque ou chez eux ont perdu toute valeur. C'était de la monnaie de singe. Il a fallu apprendre à survivre, et c'est ainsi que le pays s'est transformé en un immense marché. J'ai commencé la musique toute petite. Je crois que c'était surtout le rêve de mon père, qui était accordéoniste amateur. Il n'avait pas pu étudier la musique et il réalisait son rêve à travers moi. En URSS, c'était très prestigieux d'être musicien. On avait une vie privilégiée, on touchait de bons salaires. C'était un facteur important pour moi. Je travaillais dans une école maternelle. J'aime beaucoup les enfants, surtout les tout petits. Je n'ai jamais pensé à changer de métier. Je ne m'imaginais pas dans un autre milieu. Mon père jouait tout le temps cet air. Ça fait des années que je n'ai pas touché un instrument. Les prix grimpaient si vite que nos salaires ne suffisaient plus. Un jour, je venais d'être payée et on est allé faire des courses avec ma fille. J'ai découvert qu'avec ma paie, je ne pouvais pas lui acheter une paire de tennis. Ça m'a donné un coup. Je me suis demandé comment continuer à vivre comme ça si on ne peut jamais rien s'offrir. J'ai compris que je devais démissionner.
Quand j'ai fait part de ma décision à mes parents, ma mère est passée me voir. Elle n'est même pas montée chez moi. On s'est assis sur le banc à l'entrée de l'immeuble. Elle m'a dit que si je démissionnais, mon père me renierait. Il n'a rien dit. Il m'a juste regardé. Comment était-ce possible? J'avais réalisé son rêve, j'étais devenue musicienne et je démissionnais pour aller travailler au marché. Le marché, en ce temps-là, c'était le seul endroit où on pouvait gagner de l'argent. C'était l'époque où on ne pouvait qu'acheter ou vendre. Il n'y avait rien d'autre. Ça a été très difficile psychologiquement. Mes collègues me jugeaient. Ils me considéraient comme une spéculatrice. C'était très mal vu. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Les gens ne comprennent pas ce qu'était l'éducation soviétique. Le statut du professeur en Union soviétique. J'avais fait mes études au conservatoire, j'avais un diplôme d'excellence et je devenais une petite trafiquante. Ça a été très dur à vivre. On nous a montré tel qu'on était vraiment. On a soulevé le rideau et on s'est soudain vus. On était laids à faire peur. Je vivais sur le marché, au milieu des ivrognes et des sacs tati. Parmi cette foule, il y avait aussi des professeurs ou des médecins. J'étais très jeune, je ne comprenais encore rien à la vie. Mais j'étais choquée de côtoyer des docteurs et des professeurs sur le marché. C'étaient des représentants de l'intelligentsia, ils n'avaient rien à faire là. Moi, passe encore. J'avais pas de diplôme, j'avais un jeune enfant et mon mari était en prison. Moi, c'était normal que je sois là, mais pas eux. Je leur posais des questions. On se réchauffait en buvant du cognac, on bavardait. Ils m'ont beaucoup appris. Ils me disaient, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tout s'est effondré. Un jour, des types qui avaient un look d'ancien tolard sont venus vers nous. Ils avaient des dents en or, des vrais truands. Ils ont renversé nos étalages, ils étaient très agressifs. Ils nous ont dit, soit vous nous donnez votre fric, soit vous nous suivez. On ne voulait faire ni l'un ni l'autre. J'ai pris l'un d'eux à part et je lui ai dit que mon mari était en prison. Il fallait réfléchir très rapidement, parler leur langue. Je lui ai expliqué que mon mari et ses copains nous protégeaient. Face à des truands, seuls d'autres truands peuvent te défendre. L'effondrement de l'État soviétique donne naissance à une vague criminelle sans précédent. En quelques années, le nombre des crimes graves est multiplié par 3. Un nouveau groupe social s'impose sur le devant de la scène. De jeunes loups au crâne rasé et au regard d'acier, qu'on appelle Bratva, la fratrie.
Qu'est-ce que la bratva? Imaginez-vous dans les années 1990-93, vous êtes dans un restaurant à Saint-Pétersbourg, tout va bien, personne ne vous embête, vous êtes d'excellente humeur. Soudain, 5 ou 6 types entrent, des armoires à glace, dans les 1,90 m et les 100 kg. Ils ont des cicatrices, ils sont habillés de façon identique. Vous me demandez, mais c'est qui cela? Je vous réponds, éléphant, buffle, taureau, viking, Maradona. L'État et la justice ne contrôlaient plus rien. On était livrés à nous-mêmes. Ce vide a commencé à se remplir de criminels issus de la jeunesse désœuvrée, des athlètes sans emploi. Comment se reconvertir quand on était boxeur? Ces gens se sont mis à racketter les petits commerçants. Très vite, leur appétit a grossi. Et ils s'en sont pris aux usines, aux grands magasins. L'État ne fonctionnait plus. On les sollicitait de plus en plus souvent pour récupérer des dettes. Leur tâche était très simple. Ces boxeurs allaient voir le débiteur et lui disaient « Tu dois de l'argent. Tu nous le donnes ou on te le prend de force ?» C'était simple et efficace. C'était des méthodes de voyous, pour parler gentiment. Mais ça marchait comme ça à l'époque. Ce n'était pas l'anarchie complète. Durant cette période, ces gens se sont substitués à l'État. Ils se sont substitués aux impôts d'une certaine manière. C'était eux qui le prélevaient. Ils arbitraient, décidaient qui avait raison et qui avait tort. De plus en plus d'entreprises faisaient appel à eux. Aidez-nous, on paiera. Ils étaient débordés. Comme dans n'importe quelle entreprise qui fait face à une forte demande, ils ont dû s'agrandir et recruter. Comme il n'y avait pas assez d'athlètes, ils ont pris des gens de la rue, des voleurs, des criminels. Les athlètes sont devenus les officiers et les gars de la rue, les soldats. C'est comme ça qu'a commencé le pillage du pays. On ne pouvait plus se promener dehors la nuit, on risquait de se faire tabasser ou dépouiller de tout ce qu'on avait. Dans les villes, c'était le chaos total. On ne voyait plus la police. Elle était occupée à se protéger elle-même. L'État ne protégeait plus ses citoyens. C'était une période très violente. Il y avait beaucoup de viols. Des jeunes filles se faisaient enlever, on les emmenait dans un lieu à l'écart où on les violait et on les abandonnait là. Bien sûr, on essayait de s'enfuir. Ça a même failli arriver à ma mère une fois. Elle a réussi à s'enfuir en sautant par-dessus une palissade et elle est rentrée en disant « Je l'ai échappé belle ». On savait toutes qu'on pouvait se faire violer. Et on nous disait « Même si vous vous faites violer, la police ne fera rien. C'est toujours la fille qui est coupable ». Ma femme Natacha dit toujours qu'elle ne peut pas se souvenir des années 90 sans trembler.
C'était terrible. Les gens étaient devenus complètement dingues. Quelqu'un pouvait se faire tuer pour du chocolat, ça ne choquait plus personne. On nous avait donné la liberté, mais on ne savait pas comment s'en servir. Tout ce qu'on savait faire, c'était voler, vivre de petits trafics et tuer. À partir d'un moment, il était devenu facile de tuer. Par exemple, une voiture est garée. Un homme au volant, l'autre est sur la banquette arrière. Le client arrive, un des hommes descend sans claquer la portière. Il s'approche. 4 balles dans le dos, une dans la nuque. Ce n'étaient pas des robots, ce n'était pas un film, c'était des hommes. Ces gens vivaient ça au quotidien, c'était leur vie, mais ils ne le montraient pas. On ne parle pas de ces choses-là, ça ne se fait pas. Parfois, l'un d'eux était pris de nausées. Les gens le regardaient vomir sans rien dire. Il ne vomissait pas à cause de l'alcool, mais à cause de la peur après un épisode de ce genre. Les gens avaient constamment peur, de plus en plus peur. Les anciens athlètes soviétiques avaient pactisé avec le diable. Entre 1991 et 1999, 6000 personnes se sont entretuées, soit environ 90% des mafieux. Je ne veux pas comparer ça aux souffrances de la guerre, mais dans les guerres, il n'y a jamais un tel pourcentage de pertes. Les gens s'entretuaient. C'est une histoire démoniaque. Au cimetière de Smolensk, à Saint-Pétersbourg, il y a une belle tombe. Avec une photo et un nom inscrit. Sergueï Untel. Il a été abattu au milieu des années 90. Ce type n'était pas pire qu'un autre. Mais un jour, il m'a tiré dans le dos à une distance de 5 mètres. Et il m'a raté. Je pensais avec philosophie. C'est comme ça. Je ne lui en veux pas. Qu'est-ce que tu veux, Sergueï? C'est la vie. En 1999, Boris Yeltsin, malade et usé, passe la main à un colonel inconnu, issu des services secrets, Vladimir Poutine. Peu à peu, l'État va reprendre la main sur les bandes criminelles. Mais les méthodes souvent brutales des services secrets ne sont pas sans rappeler celles des années 90. Le nouveau pouvoir réduira toujours plus les libertés, en brandissant le spectre de ces années troubles. Aujourd'hui encore, l'héritage de cette décennie reste un sujet de débat polémique au sein de la société russe. Pour moi, les années 90, ça a été le chaos, mais un chaos nécessaire. Si on était resté dans le système communiste, ça aurait mal fini de toute façon. À un moment ou à un autre, le pays devait passer par cette période de chaos.
Je ne considère pas ça comme des années perdues, même si c'était une période terrible, pleine de dangers, où on a souffert de la faim. Mais ces années ont été formatrices. Elles ont fait de moi une femme libre. J'ai vu les bas-fonds de mon pays et j'ai pris une décision. J'ai changé de chemin. Je suis devenue quelqu'un d'honnête. On a vécu des années noires, c'est certain. Mais si dans une période aussi troublée, on arrive encore à faire la différence entre le bien et le mal, on sait qu'elle prendra fin un jour. Tu m'as demandé si je pouvais donner un conseil à notre civilisation. Mais il est déjà trop tard pour ça. Pose la question au second du capitaine du Titanic. Et vois ce qu'il te répondra. Le navire prend l'eau, mais il n'a pas encore piqué du nez. L'orchestre continue de jouer. C'est difficile de donner des conseils à tout le monde. Quand il y a 1500 passagers et seulement 600 places dans les canots de sauvetage. La soupe refroidit. Pour survivre, il faut manger à temps.